Japonaise. Bonjour, c'est Ritsuko, une japonaise habitant en France. On est le 8 novembre 2020 et je suis donc bien confinée à la maison. J'ai changé le décor parce que avant j'étais dans le côté salon, mais puisque je passe beaucoup de temps maintenant devant mon ordinateur, il m'est plus facile de me filmer dans mon bureau. Alors, malgré le confinement, le nouveau numéro de Zoom Japon est bien sorti. Voilà. Vous pouvez en trouver dans ces points de distribution qui restent ouverts. Et cela dit, il doit être moins facile de l'avoir, mais vous pouvez toujours télécharger la version PDF via le site zoomjapon.info. Pourquoi pas, de vous abonner à cette occasion pour recevoir un exemplaire de magazine chez vous. Parlons de Mishima, mais je ne suis absolument pas spécialiste de cet écrivain et je suis plutôt l'expert de Zoom Japon. Mais j'aimerais bien partager ce que j'ai appris cette fois-ci avec ce dossier, donc je vais parler un peu plus longtemps que d'habitude et je pense même beaucoup. J'ai lu les principaux ouvrages de Mishima et je pense faire partie des personnes fascinées par sa maîtrise littéraire d'une beauté inattaquable. J'admire ses textes à tel point que si je dois expliquer la qualité de son travail, je ne peux citer que son texte qui décrit la beauté de Pavillon d'Or. Pour vous le présenter, j'ai enregistré ma lecture en japonais d'une petite partie de ce roman. Et je l'ai lu en japonais et en français et je confirme que la traduction française est aussi sublime et magnifique que l'original en japonais. Voici. 最後の美は、それ自体不安に満たされていた。それは、完全を夢見ながら完全を知らず、次の美、未知の美へとそそのかされていた。そして予兆は予兆につながり、一つ一つの、ここには存在しない美の予兆が、いわば、金閣の主題を成した。そうした予兆は、虚無の兆しだったのである。Voilà son univers et je dirais l'art du paradoxe en quête d'une beauté parfaite. Et je peux continuer à expliquer pendant des heures de quoi il s'agit ce paradoxe, mais l'enjeu n'est pas là maintenant. Et c'était pour montrer combien j'apprécie cet écrivain. Or, je n'ai jamais aimé sa personnalité alors que son charisme m'attire énormément. Sur ce point, le dossier m'a donné un gifle pour me faire comprendre que je ne jugeais Mishima que par si j'aime ou pas, si je suis d'accord ou pas. Et tout bêtement, je n'ai jamais cherché le lien entre ses romans et son idée politique. Et dans le dossier, le critique Damien Flanagan m'a donné des clés importantes pour aller plus loin. Et dans la page 4, après la phrase parlant de la maison de Kyoko, il dit ainsi. Mishima lui-même, à ce moment-là, était beaucoup plus intéressé par l'esthétique que par la politique. En fait, on prédit avec plus de justesse qu'ils étaient plus intéressés par le potentiel esthétique de la politique. Quand je l'ai lu, je me suis dit oui. Et comme il a nettoyé une sorte de malaise installé pendant longtemps dans ma tête. Et avec cette analyse, on peut comprendre que la mort de Mishima était pour lui la seule façon de concrétiser la beauté qu'il cherchait. La beauté en lui, dans sa littérature et dans le Japon même. La beauté du pays dans le dossier, Damien Flanagan en parle aussi. Dans le Pavillon d'Or, par exemple, on peut voir le temple comme une vision transcendante et indestructible de la beauté, mais on peut aussi le lire politiquement comme un symbole de l'empereur lui-même, comme quelque chose d'élémentaire, de sacré et d'indestructible dans la culture japonaise. On ne sait pas si c'est vrai, mais cette hypothèse est assez cohérente par rapport au nationalisme que Mishima a affirmé plus tard dans sa vie. Et cela dit, on peut dire que ce sont les événements des dernières années de sa vie qui ont donné cette interprétation au roman Pavillon d'Or.
Cette manière de penser m'a fait penser à un roman de Hirano Keiichiro qui est aussi présent dans le dossier. Zoom Japon l'a déjà présenté dans d'anciens numéros, mais l'écrivain a accordé une nouvelle fois une interview au magazine parce qu'il est aussi connu comme l'expert de Mishima. Le roman en question est Machine no Owari ni. Je ne crois pas qu'il soit déjà traduit en français. Le titre est littéralement En fin de matinée. Et je vais citer une parole du personnage principal, Makino. Les gens croient que l'on ne peut changer que l'avenir, mais l'avenir peut changer à tout moment le passé. Plus concrètement, on peut dire qu'il change et que l'on le change aussi. Le passé est si délicat et sensible, n'est-ce pas? Ce n'est pas la traduction officielle, c'est ma version. Donc, Makino l'a dit suite à un épisode que son amie Yoko lui a raconté, comme quoi elle a perdu sa grand-mère à cause d'un objet avec lequel elle jouait dans son enfance. Et depuis l'accident, l'objet n'a plus le même sens pour Yoko. Il a passé d'un bon souvenir d'enfance à la cause de la mort de sa famille. C'est dans ce sens que Makino a dit que l'avenir peut changer le passé délicatement. Revenons à l'histoire du pavillon d'or. Si je suis la logique de Makino, depuis la mort de Mishima, le pavillon d'or n'a plus le même sens qu'avant pour beaucoup, à l'instar de l'hypothèse de Damien Flanagan. Et nous sommes l'avenir de Mishima et Mishima est notre passé. Et cela dit, on peut changer à tout moment le sens de la vie de Mishima. Et étrangement, on revient très souvent vers cet écrivain en lui donnant de différentes interprétations. Et pourquoi? C'est parce qu'il a du talent exceptionnel ou c'est à cause de son décès dramatique? J'ai trouvé un indice dans le dossier vers la fin de la page 5, toujours la vie de Damien Flanagan. Natsume Soseki et Mishima Yukio. Si vous deviez ne lire que deux écrivains japonais, ce serait ceux-là. Superficiellement différents, le sujet est au fond le même. L'engagement traumatique du Japon dans la modernité. J'ai lu comme la vie même de Mishima qui n'a pas trouvé la cohérence entre son identité, son idée politique et le Japon qui change. Et il s'est suicidé. Et malgré la mise en scène spectaculaire, sa mort n'a pas changé la société japonaise. Et je pense que ce que les Japonais ont rejeté n'était pas Mishima, mais c'était son idéal. Autrement dit, le Japon du passé. Et plus le temps passe, plus on se demande si nous avons fait un bon choix. Et évidemment, la bonne réponse n'existe pas. Et la réponse est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais on n'est sûr de rien comme l'incertitude et l'inquiétude qui flottent dans les romans de l'écrivain. Voilà, merci à Damien Flanagan et l'auteur de texte Mario Battaglia. J'ai compris que si j'aimais la personnalité de Mishima ou pas n'avait aucune importance. Mishima est l'emblématique du Japon après-guerre et lui-même le traumatisme du Japon dans la modernité. Et c'est pour ça qu'on veut comprendre cet écrivain pour mieux connaître le Japon. Mishima va sûrement continuer à nous gêner comme l'ombre de l'époque que le pays a traversée. Voilà, ce sont mes expressions personnelles après la lecture du dossier. Dedans, il y a aussi le témoignage de Toyoshima Keisuke, le réalisateur et le scénariste du documentaire Mishima face aux Zenkyoto de Todai 50 ans après. C'est un film autour de débats ayant eu lieu à l'université de Tokyo en 1969 entre Mishima et des étudiants pour discuter de leurs différentes approches sur la politique et la société. Il est sorti au Japon cette année, mais pas en France. Et je ne l'ai pas vu non plus.
Mais j'ai vu des images de débat dans un film de Wakamatsu Koji intitulé 25 novembre 1970, le jour où Mishima choisit son destin. Je l'ai vu en salle à Paris et si ça vous intéresse, il existe aussi en DVD. Et en lisant le dossier, j'ai pensé donc au moment où j'ai interviewé cet immense cinéaste étiqueté d'extrême gauche. Et il m'a raconté qu'il ne se tenait ni gauche ni droite et qu'il s'intéressait simplement aux personnes ayant sacrifié leur vie en croyant au bien du pays. C'était pour cette raison qu'il a fait un long métrage sur l'armée japonaise. Et puis quand je l'ai vu, il avait donc le projet de laisser la trace de la vie de Mishima. Il m'a parlé aussi de Yamaguchi Otoya, un jeune homme d'extrême droite, celui qui a assassiné le chef du parti socialiste Asanuma en 1960 lors d'un débat électoral à Tokyo. Il est plus que dommage que le réalisateur nous a quittés aussitôt à cause d'un accident de taxi. Et sinon, j'aurais bien voulu voir un film sur ce jeune homme de 17 ans qui s'est donné la mort dans le cellule. Dans le dossier de Zoom Japon, il présente brièvement de cette histoire aussi. À part ça, dans les pages gourmands, l'auteur Sekiguchi Ryoko nous raconte l'histoire de Yokocho et son évolution. C'est un hasard que cet article est paru dans ce numéro, mais après la lecture sur Mishima, on est encore une fois entre la nostalgie pour le passé et le questionnement sur le Japon qui change. Ma chronique est aussi présente dans une des pages culture. Ce mois-ci, je présente le terme katakanago. Mais à vrai dire, avant de l'écrire, j'avais préparé un autre texte pour rendre hommage à Wakamatsu et à Mishima. Mais à la fin, je me suis rendu compte qu'il manquait une certaine légèreté à cause du sujet que j'ai choisi, ce qui était le suicide. Pourquoi pas, peut-être je vais en parler dans la prochaine vidéo. Avant de terminer, je vous rappelle que dans ma première vidéo, j'ai dit que je ferai 2 vidéos par semaine, mais actuellement, ça reste hebdomadaire. Peut-être le confinement me permet d'en faire un peu plus, mais on verra. Et comme j'ai promis, au bout de 100 abonnés, je vais inviter le rédacteur en chef de Zoom Japon pour qu'il nous partage ses points de vue sur l'archipel. Ma promesse est toujours valable. Merci de penser à vous abonner à ma chaîne. ではまた。